Après la pause et le journal, nous revenons avec nos chers invités pour la suite de l'émission. Le Monde en 7, nous sommes toujours avec Sylvain Fiagan Vizirakou, deuxième vice-président du parti politique Nouvelle Vision, Spero Maoulé, président du groupe d'action pour la gouvernance et la démocratie, et Madame Dado Nora Noviekou, coordinatrice nationale de WANEP Togo. On prend la direction de Conakry en Guinée. Des manifestations contre la junte au pouvoir dans ce pays depuis septembre 2021 se sont déroulées jeudi à Conakry, paralysant la capitale guinéenne. Malgré l'interdiction des autorités et un fort dispositif policier, une personne a été tuée, ont affirmé les organisateurs. Une information qui n'a pas été confirmée par les autorités. Cette manifestation à l'initiative du Front National pour la défense de la Constitution, une importante coalition de partis, de syndicats et d'organisations de la société civile, visait notamment à dénoncer la gestion unilatérale de la transition par la junte ainsi que son refus systématique d'ouvrir un cadre de dialogue crédible pour définir les termes de la transition. Alors, ces manifestations en Guinée-Conakry, madame, vous voulez ajouter quelque chose sur le sujet précédent avant d'aborder la Guinée? Merci. Alors, je voulais juste revenir un peu sur la question de la lutte contre les groupes terroristes aujourd'hui en Afrique et surtout dans les pays côtiers et du Sahel, pour dire qu'en fait, il y a cet accord-là ou cette initiative que les États ont pris, c'est-à-dire l'initiative d'Accra, qui normalement, si les uns et les autres se mettaient ensemble, mettaient l'énergie nécessaire, on pouvait quand même avancer. Mais on constate malheureusement que on est encore dans les procédures administratives, dans la lourdeur administrative, au lieu d'aller à l'essentiel. Aujourd'hui, on a un problème qui est aussi transfrontalier et qui, a priori, si les énergies se sont mises ensemble, on pouvait apporter ou bien réduire le risque de vulnérabilité des populations face à cette menace. Et ça me peine d'entendre, par exemple, le président français, lors de la visite au Bénin, dire dans ses propos que, justement, la France va aider à structurer cette initiative-là. Ça pose un problème. Ça pose un problème de leadership de nos États. Ça veut dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas assez matures pour faire ce qu'il y a à faire. Et donc, si on prête le flanc, on aura toujours ces sollicitations qui viendront pour dire on vient vous aider parce que justement il y a des failles. Et je crois que c'est en ça aussi que les premiers responsables de nos États doivent pouvoir y travailler. Sinon, j'ai l'impression qu'on répète les mêmes erreurs. On sait ce qu'il faut faire, mais jamais on ne met pas l'énergie nécessaire pour le faire. Et finalement, les problèmes s'agrandissent et c'est malheureusement la population qui en pâtisse. Alors, votre regard sur ce qui se passe actuellement en Guinée-Conakry, alors ces manifestations initiées par le Front National pour la défense de la Constitution? Alors, ces manifestations étaient prévisibles. Déjà qu'il avait annoncé que les 28 et le 4 août, ça veut dire que si rien n'est fait d'ici là, le 4 août prochain, il y aura encore manifestation. Et quand on parle de FNDC, on parle de Camara Ousmane, on sait qui il est. On sait en 2019 toute la mobilisation qu'il a fait pour faire, je dirais, front au troisième mandat d'Alpha Condé. Vous parlez de Sénou Dalal Diallo ou bien Camara Ousmane? Oui, aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, si la transition au pouvoir n'arrive pas à concilier les voix, c'est un peu dommage. Parce que là, ils ont signé en septembre une charte de la transition dans laquelle il est clairement écrit que les libertés fondamentales, les libertés de presse, de réunion, d'association seront garanties. Mais là, on voit le contraire. On constate que le FNDC réclame justement une meilleure transparence dans la gestion de la transition. Et ça dit qu'on n'a pas encore compris là où nous allons. Et donc, c'est un peu dommage la situation actuelle en Guinée, mais qui s'explique en fait. Ça s'explique au regard justement de ces frustrations-là qui sont là. Et malheureusement, je ne suis pas sûre qu'ils vont essayer de se comprendre. Je crains le pire. Je crains que d'ici le 4 août, si rien n'est fait, il y aura encore des manifestations encore plus violentes. Et ça serait très, très dommage. Malheureusement, c'est... Et on l'avait déjà dit, hein, là, je crois, il y a 2 semaines.
on en parlait. Mais voilà, c'est dire que les partis de la transition n'ont pas peut-être encore bien compris leur mission. Alors, cette coalition Spiro-Maouli dénonce tellement de choses. D'abord, on parle de la gestion unilatérale de la transition. Est-ce que vous pensez également que cette transition est gérée d'une manière unilatérale? Vous savez, les politiciens, ils ont le chic de mettre des notions et de les utiliser comme ils veulent. Vous voyez, il y a un langage de sourds. Et c'est pour ça peut-être que je serai d'accord avec Nora en disant que c'est peut-être pas sûr qu'ils vont s'entendre. Vous demandez aux gens leur avis sur un certain nombre de choses. Les gens ont produit des documents. Vous en avez fait la synthèse. Vous avez fait la synthèse de ce que plusieurs partis ont produit. Et puis, vous avez décidé. Est-ce qu'à partir du moment où vous avez fait la synthèse que vous avez décidé, est-ce que vous appelez ça une concertation ou c'est une consultation? Ouais. Voilà le problème. C'est-à-dire que pour le pouvoir de transition, ils disent que comme on leur a demandé qu'ils avaient envoyé des papiers, donc c'est sûr que, bon, on ne fait pas cavalier seul, on s'entend avec eux pour le faire. Mais si vous me donnez une proposition, si vous me demandez ma proposition, que je fais la proposition, et quand vous avez réfléchi avec d'autres propositions, la moindre des choses, c'est de me revenir pour dire, en mettant ensemble voilà ce que nous pensons avoir. Qu'est-ce que vous pensez de ce produit final que nous voulons sortir? Mais si vous nous mettez le produit final comme un dictat, mais vous ne pouvez pas dire que nous travaillons ensemble. Alors là, vous continuez pas à faire cavalier seul. Et ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas un seul parti qui se plaint de ne pas être associé. C'est tout le monde qui se plaint de ne pas être associé. Donc normalement, ils doivent comprendre qu'en réalité, la procédure ne va pas. Pas forcément qu'ils le font exprès pour ne pas associer les gens, mais peut-être que le résultat est là. Et le résultat, c'est que les gens ne se sentent pas associés à la gestion de la transition. Et ça, ce n'est pas très compliqué. D'ailleurs, enfin, moi personnellement, en tant que défenseur des droits de l'homme, dès que vous me dites qu'il est interdit pour les gens de manifester pendant 3 ans, pour moi, vous n'êtes plus dans la démocratie. Et il y a eu un problème. Il y a un problème. Parce que manifester, c'est une façon d'exprimer ce que je suis en train de penser. Si vous ne me créez pas le cadre pour le manifester, pour l'exprimer, je suis obligé de le manifester. Et donc, aujourd'hui, j'ai entendu le président du Parlement de transition dire que, ouais, mais nous avons sillonné le pays. On connaît cette histoire de sillonner le pays. Quand vous sillonnez, vous avez vu qui? Et qui a parlé, et qui est j'allais dire, quelqu'un qui vous fait face et qui arrive à exprimer. Quand vous allez dans un village, que vous trouvez le pauvre paysan, lui, ce que vous appelez transition, tout ça, ça ne le préoccupe pas. Lui, c'est son quotidien qu'il veut voir. Est-ce que vous êtes parti parler du quotidien avec ce président? Non. Vous êtes allé parler de la transition, du code électoral. Il n'a rien à voir dedans. Donc, dans ce cas, vous ne pouvez pas dire oui. Et donc, son avis ne pourrait pas véritablement compter. Au lieu d'aller dépenser de l'argent pour aller dans ça, réglez ça plutôt avec ceux qui représentent ces groupes-là. Et réfléchissez ensemble pour trouver de bonnes solutions qui mettent à l'abri le pauvre paysan pour qu'il se retrouve dedans. Donc, c'est tout le problème. Et c'est un langage de sourds maintenant entre la transition et les politiques. C'est comme on a l'impression de dire, vous les politiques, attendez simplement, on va faire le travail, on va le mettre devant vous et vous allez faire avec. C'est pas normal, c'est pas des enfants quand même. Alors, Sylvain Fiagan, Vidirako, on parle également du refus systématique d'ouvrir un cadre de dialogue crédible. On a vu les démarches du Premier ministre Mohamed Beavougui qui avait regroupé la classe politique. Finalement, ça ne passe pas entre les deux partis. Non, et on a même l'impression qu'entre le président de la transition, Mamadi Doumbouya, et son Premier ministre, Mohamed Beavougui, quelque chose cloche. Oui, moi je pense que le temps de grâce du colonel Doumbouya est passé, tout simplement. Vous savez, c'est sur ces mêmes plateaux, je crois que je l'avais dit, que quand il est arrivé, un culte de personnalité s'est installé. On chantait à tous les coins de la rue en Guinée, Doumbouya, Doumbouya, on acclamait Doumbouya quand il passait. Mais ça, là, c'est passé. Maintenant, il fait face à la réalité du pouvoir et à la réalité de ses propres promesses. Parce que quand il est arrivé, quand il a déposé
Condé, il a promis un certain nombre d'ouvertures. Et quelques jours après, on a vu, après les concertations, bon, il a appelé ça concertation, mais ensuite on a vu que ce n'était pas vraiment ça. Il déclare que durant la période de la transition, aucune manifestation ne va se tenir dans le pays. Ça, c'est extraordinaire pour une démocratie qu'il dit être en train de construire, pour un état de droit. Il dit qu'il n'y aura pas de dialogue. Alors que, normalement, quand les consultations sont passées et qu'il n'a pris presque en compte aucune proposition de la classe politique et qu'il n'est même pas retourné vers eux, il devrait s'attendre à ce genre de choses. C'était prévisible, comme elle a dit. C'était prévisible qu'il y aurait des soulèvements. Moi, ce que je crains, peut-être que c'est ce qu'elle a dit, mais elle voulait le dire, mais qu'elle n'a pas dit ça, c'est un autre coup d'État. La Guinée est habituée avec ça. Depuis des années, il n'y a eu qu'un seul président qui a été élu, c'est Alpha Condé. Depuis plusieurs années, on a eu d'abord Sékou Touré, ensuite Conté, après Conté, il y a eu l'autre là, qui est, je crois, au Mali, au Burkina, Dadis Camara. Oui, donc il y a c'est toujours des coups d'État. Il n'y a pas eu d'élection. Donc, moi, ce que je crains, c'est que Doumbouya, je ne souhaite pas vraiment qu'il y ait encore un coup d'État. Je prie vraiment qu'il y ait une certaine stabilité après le départ de Doumbouya. Mais s'ils ne savent pas vraiment prendre le problème au sérieux, il y aura encore un coup d'État parce que c'est ça l'habitude en Guinée. Donc, ce que Mamadou Doumbouya doit comprendre, c'est que, comme je le disais, son temps de grâce est passé. Il faut maintenant qu'il rediscute avec la classe politique pour comprendre que la population a des besoins. Vous ne pouvez pas... Attendez, le peuple, ce n'est pas l'armée. Dans l'armée, on sait comment ça fonctionne. C'est la discipline, vous exécutez les autres qu'on donne. Mais un pays ne se gère pas comme l'armée. Tu dois comprendre que la population a des besoins et tu dois pouvoir exprimer ses désaccords et tu dois pouvoir exprimer ses besoins. Comme il le disait, lorsque vous rencontrez un paysan, il va vous dire comment je dois faire pour que moi j'ai mes engrais, pour pouvoir faire mon champ, pouvoir manger, in fine. C'est ça, lui, sa préoccupation. Donc quand vous allez le voir, c'est ce qu'il va exprimer. S'il ne mange pas, il a le droit d'exprimer ça. Il a le droit de dire pourquoi il ne mange pas tant que ce n'est pas lui-même qui est paresseux. Alors, Doumbouya doit vraiment comprendre, il doit vraiment s'habituer maintenant à la façon dont on gère un peuple, parce que ce n'est pas la même manière qu'on gère l'armée. Il doit sortir maintenant de cette histoire d'armée pour redevenir quelqu'un qui dirige un État le temps de sa durée de transition. Il semble même, selon ce que j'ai lu, que le Oumaro disait, je crois, qu'il a discuté avec eux, qu'ils ont accepté 24 mois. Ce que les autorités de Conakry ont rapidement démenti. Ils ont dit, ils ne savent pas d'où ce gars tient ce qu'il raconte, mais ça ne les concerne pas. Mais vous voyez à peu près ce qui se passe. Donc, effectivement, il y a cette cacophonie-là de communication entre le président, enfin, le chef de la transition et son premier ministre, parce que je pense que les deux, effectivement, ne discutent plus comme il le faut. Alors, face au président Mamadi Doumbouya, il y a non seulement le Front National pour la défense de la Constitution, mais également le RPG, l'ancien parti, ou bien le parti de l'ancien président Alpha Condé. Finalement, Mamadi Doumbouya, il est seul dans la barque, si on peut le dire. Puisque dans ce front, il y a également les acteurs de la société civile. Oui, c'est clair qu'il y a des frustrations de part et d'autre. Il y a des frustrations de part et d'autre et c'est justement pour ça qu'il va prendre la mesure de la situation pour revenir, je dirais, au bon sens en allant vers le dialogue. On ne peut pas gérer une transition comme on le lui reproche de façon unilatérale, en sachant aussi que déjà les bases ne sont pas encore posées. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont déjà quelque chose, c'est-à-dire la charte de la transition. Et la charte de la transition, en fait, est un document repère qui leur permet, en fait, d'évoluer dans le processus. Maintenant, s'il veut faire cavalier seul, ce qui ne serait même pas possible, parce qu'il ne pourra pas aller loin avec, il va faire face à des contestations de jour en jour. Et donc, aujourd'hui, je me dis que si son QG analyse bien la situation, ils feront peut-être un pas vers les autres pour pouvoir calmer et apaiser. Et j'espère. Mais on sait aussi que ils peuvent aussi continuer dans l'autre logique du forcing. Et là, ça serait très dramatique. Alors, Spero Maolé, expliquez-nous. On sait que ce front, j'allais dire, a une certaine force de mobilisation. Est-ce que la médiation portée par l'ancien président béninois Thomas Yayi Boni peut être également le pont entre les frères guinéens? Je ne vois pas. Honnêtement, je ne pense pas. Vous voyez, le Front avait voulu faire une manifestation en juin. Et puis, le gouvernement a dit non, allons au dialogue. Et tout le monde s'est assis. Ils sont allés au dialogue, ils ont fait les jeux de mots, tout ça là, et puis ils sont sortis sans avoir eu un résultat concret. C'est tout le problème. C'est pour ça que je dis, il faut un langage de sourds. Pour certains, qu'est-ce que la charte met de la concertation?
pour d'autres, il faut forcément que, pour toute décision qui doit sortir, nous soyons d'accord, vous soyez d'accord et que ça sorte. L'autre dit non, vous avez envoyé vos idées, on l'utilise et on vous donne un résultat. Si on reste dans cette lancée-là, c'est clair qu'il y aura confrontation. Et ça ne plairait à personne. La confrontation avec, certains disent un mort, d'autres disent 4 morts, d'autres disent... C'est un premier test. C'était pour voir si le front a encore sa facilité de mobilisation. Et je crois que le message est passé. Je ne suis pas sûr qu'ils feront encore la sourde oreille. Mais quand ils vont se remettre à table, parce que j'imagine que d'ici le 4, ils vont chercher quand même à créer un cadre. Mais j'ai entendu le président du Parlement de transition dire que bon, vous avez l'ancien parti au pouvoir qui est au niveau de notre Parlement, les fronts, il a déjà, donc on discute déjà là-bas. S'il reste dans cette logique-là, ça veut dire qu'il ne s'ouvre pas aux autres. Le problème va demeurer. Je pense qu'il faut créer un cadre de concertation. Une transition en général, c'est un fourre-tout où il y a des gens qui reçoivent beaucoup de sollicitations, mais on se met ensemble pour les analyser et pour avancer. Vous ne pouvez pas gérer une transition comme si vous avez été élu et que vous avez un programme à mener. Ils n'ont pas été élus par le peuple. Ils n'ont pas un programme à mener. Leur seul programme, c'est asseoir une bonne base de gestion pour le pays, pour éviter qu'il y ait ces multiplications de coups d'État-là. Mais si c'est le cas, il faut associer toutes les forces vives de la nation en prenant la société civile, en prenant les partis politiques. Maintenant, si vous, du haut de vos techniciens que vous avez, vous commencez par envoyer des ordres aux gens, je ne pense pas que ça marchera. Et le front est capable, surtout avec le fait qu'il soit rejoint par le RPG. Le RPG maintenant, ils sont capables de faire bloc et de... Ils ont démontré maintenant que la trêve de 3 ans demandée n'existe plus. Donc à partir de ce moment-là, ça devient dangereux pour Doumbouya. Et s'il ne fait pas attention, lui qui a promis à avoir une période apaisée, il risque de tuer encore. Et dans ce cas-là, quelqu'un de son groupe va se lever et le tuer lui-même. Et ce serait vraiment dommage pour lui. Alors, Sylvain Vizirakou, selon vous, quelle est la source de ces frustrations? Vous l'aviez dit, on a vu Doumbouya qui a été applaudi quand il a fait le coup d'État. Après, il y a eu des arrestations. Pour certains, ce sont des arrestations arbitraires. Il y a eu des maisons qui ont été également détruites. Vous pensez que c'est la source de ces frustrations aujourd'hui? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Au-delà de ces problèmes que moi je qualifie de sociaux, parce qu'il y a l'injustice sociale, hein, il y a aussi des problèmes politiques. Hein. On n'est jamais sûr avec certains politiciens. Vous voyez, l'ancien président, son parti est toujours là, il est maintenant là, ça veut dire que maintenant le problème se corse encore plus. Eux, c'est déjà des frustrés. On nous a dégagé du pouvoir, donc il faut maintenant s'en prendre à celui qui est là, celui qui vous a dégagé. Il y a ça aussi. Il y a les calculs qui se faisaient. Il y a des gens qui pensaient que, bon, quand Doumbouya va prendre le pouvoir comme il a pris, il y a des choses qui ont été peut-être négociées aussi que nous ne savons pas. Mais ensuite, après les négociations, ces choses-là tardent à prendre corps. Donc certains ne sont pas vraiment d'accord. C'est là, en fait, la difficulté lorsqu'on associe les gens, les OSC et les partis politiques. Actuellement, c'est ce qui se passe chez eux, dans la société civile et les hommes politiques. Donc les calculs sont multiformes, les calculs sont divers pour chacun fait les calculs comme il peut, comme il veut. Donc le problème, ce n'est pas seulement sur le plan social, mais c'est aussi sur le plan politique. Mais une chose est sûre, comme je l'avais dit, j'avais parlé du temps de grâce. Parce que Doumbouya, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, la gestion, le mot concertation, en fait, c'est du latin. Hein. Et quand on parle le mot concertation, le con même déjà qui est dans sa vie, avec, ça veut dire qu'il faut s'entendre. Si je dis je vous concerte, c'est que nous nous mettons ensemble pour discuter, et nous nous mettons d'accord sur un truc que nous allons mettre en œuvre. Donc on s'est mis d'accord, mais maintenant, Doumbouya s'est mis d'accord avec les gens, ils ont signé. Et il ne veut plus maintenant mettre en œuvre ce qui a été signé, ce que lui-même il a participé à élaborer. Il veut maintenant faire à sa tête. Vous voyez, ça c'est déjà une bonne source pour la frustration actuellement. Et qui sont les premiers frustrés? Ce n'est pas toujours, c'est pourquoi je parlais des intérêts politiques, ce n'est pas toujours le peuple qui est le premier frustré. C'est-à-dire que par peuple, je désigne ici les populations. Les populations guinéennes étaient frustrées depuis des années et elles continuent dans la frustration, mais elles ne vont pas forcément s'exprimer directement. Elles attendent des leaders qui vont exprimer leur frustration à chaque fois. Et c'est pourquoi lorsque le président du Parlement dit, voilà, on est au Parlement, moi je pense que c'est un discours qu'on tient lorsqu'on n'a reçu aucune recommandation de son patron. Donc on essaie de se tenir dans la gamme pour ne énerver personne.
on dit ce genre de choses. Nous sommes déjà au Parlement, on discute ici avec les partis représentés, donc contre... Non. Ça, ce n'est pas ce que le peuple veut dire. Ce n'est pas ce que les leaders sociaux, je parle des chefs des organisations de la société civile, de ces leaders-là qui sont là, et les leaders politiques, ce n'est pas ce qu'eux ils veulent aujourd'hui. Donc, il va falloir mieux les écouter pour aller plus loin. S'il ne le fait pas, il va se faire déposer tranquillement. Je l'ai déjà dit, la Guinée est habituée avec ça. Alors, Madame Dado Noranoviekou, selon vous, qui peut être au milieu des frères guinéens? Grande question. Peut-être on a un médiateur actuellement. Avant peut-être de répondre à la question, c'est aussi dit, tu parlais tantôt des frustrations. Ouais. Je pense que là, après les concertations, il y a eu quand même des répartitions de rôles. Mais je crois savoir que certaines personnes clés n'ont pas eu les postes qu'ils voulaient. Voilà. Ça aussi, on ne le dit pas, mais c'est aussi une forme de frustration qui ne dit pas son nom et qui fait que les contestations continuent. Et donc, il est clair aujourd'hui que dans des pays en transition qui sont déjà assez sensibles, le dialogue devient un impératif. On ne peut pas imposer un format, comme Spero l'a dit, comme si on avait le mandat de gérer et puis de rendre compte après peut-être 4-5 ans. Là, c'est une transition qui doit être collaborative et collégiale. Du moment où on fait fi de ça, c'est clair, on n'aura que ces genres de situations. Maintenant, comme on le disait, ils ont appelé aussi le 4 août pour faire des manifestations. Espérons que d'ici là, le bon sens prenne le dessus. Sinon, comme je le disais, ça serait encore peut-être plus dramatique que ce qu'on a actuellement. Alors, qui peut faire la médiation? Je pense que actuellement, il y a le président Yahi Boni qui a été mandaté par la CEDEAO, appuyé par... voilà. Et appuyé par la France. Alors, en fait, aujourd'hui, la question de médiation, le médiateur ne règle pas tous les problèmes. Il revient aux parties en conflit de céder, de faire des concessions. Si le médiateur, lui, il est là juste pour vous amener à trouver des solutions. Il est là pour vous faciliter la discussion. Parce qu'entre-temps, il y a peut-être des prises de position, il y a la tension qui peut montrer de part et d'autre. Donc, le médiateur vient en fait de façon stratégique vous amener petit à petit à trouver la porte de sortie pour justement apaiser le contexte. Mais le dernier mot vous revient. Ça veut dire que si vous voulez qu'il y ait la paix, il y aura la paix. Mais si vous ne voulez pas, le médiateur en lui seul ne peut rien faire. Donc, quelle que soit la personne qu'on enverrait aujourd'hui en Guinée, je crois que c'est d'abord aux Guinéens de s'accorder s'ils veulent travailler ensemble ou pas. Et donc, Yahi Boni était allé en Guinée avant, et c'est à la même période que le FNDC a annoncé les manifestations du 28. C'était le 22, je crois, et 28, ça fait quand même quelques jours. Et s'il était là, il a entendu, c'est sûr qu'il a essayé de travailler dessus. Mais ça a donné quoi? Ça veut dire que c'est aux Guinéens de pouvoir trouver solution à leur situation. Le médiateur ne fera que faciliter, parce qu'en fait, c'est ça son rôle. Il n'est pas là pour imposer une décision, il n'est pas là pour prendre parti, mais il essaie d'amener les deux parties en conflit à pouvoir trouver la solution. Mais là encore, il faudrait de la sincérité, il faudrait de l'humilité, il faudrait de la concertation, sans quoi ça ne va pas marcher. Alors, Spero Maolé, pour chuter, comment on peut dessiner l'avenir de ce pays? De la Guinée? Oui, vu ce qui se passe actuellement. Bon, je ne vais pas être Dieu. Je ne peux pas l'être. Oui. Mais avant, nous l'avons déjà tous dit, hein, ou bien ils arrivent à faire des concessions. Et donc, ils ouvrent un cadre de dialogue, un cadre de concertation. Ils s'asseyent, ils réfléchissent ensemble et ils avancent. Je pense que le gouvernement de transition peut considérer les instruments dont il dispose, les outils dont il dispose, comme des bases de travail. Maintenant, soumettre ça à l'appréciation des autres et on fait un débat clair et précis et on tranche. Il y a eu des nominations qui n'ont pas été ce qu'on aurait espéré. Attendez, ce n'est pas un gâteau qui est partagé, c'est la gestion du pays. Ce qu'il faut voir,
c'est est-ce qu'on a pris des personnes compétentes pour ces postes-là? Si oui, on laisse, on avance. Le problème, c'est que la transition, elle est longue. Elle est quand même de 36 mois. Donc, du coup, les gens ont envie de venir au pouvoir. Et donc, tout ça, là, ça crée des frustrations. Donc, ils ont à faire vite. Mais ce qui est clair, c'est que si le pouvoir de Doumbouya, malgré qu'on dise qu'il était le patron du régiment spécial, qu'il avait son soutien, s'il ne le fait pas, c'est dans ce même régiment qu'il y aura quelqu'un qui va être financé probablement par quelqu'un, et on va malheureusement lui tirer dessus, et puis on va encore recommencer par faire une nouvelle transition, et ça ne serait pas bien. Moi, j'ai écouté un des ministres de la transition expliquer pourquoi ils ont pris 36 mois. À l'entendre, ce n'est pas si mal que ce n'est pas si mauvais que ça. Mais est-ce qu'ils nous ont pris la peine de l'expliquer aux autres pour avoir leur adhésion? Moi, je ne sais pas pourquoi, dès qu'on arrive au pouvoir, on n'a plus envie de partager les informations. On se croit doté de la science infuse, et quand on dit, il faut que tout le monde soit d'accord avec. C'est ça qui fait le problème. Et il expliquait qu'ils avaient besoin de 2 ans pour faire un fichier électoral qui soit fiable. Bon, si tel est le cas, expliquez aux autres. Ils disent qu'il faut faire carrément une nouvelle constitution parce que les autres avaient des points de vis, etc. Si c'est le cas, expliquez aux autres. Recevez leur avis, discutez et sortez un texte qui soit consensuel. Dès que c'est fait, c'est bon. Prenez le cas du Togo où, entre-temps, à une élection, on avait un fichier qui n'était pas bon, mais qui était consensuel. Lorsque les gens ont voulu parler, on a dit, ben, on était d'accord. Ouais. Déjà, à partir du moment où vous avez été d'accord, vous n'avez plus rien à dire. Sauf la société civile qui va dire, oui, mais nous, on n'était pas partis, donc on peut réclamer que ce n'était pas un bon fichier. Donc, c'est tout le principe. Il faut qu'on associe tous les acteurs utiles pour que la Guinée ait des tests qui soient vraiment adaptés à la Guinée. Pas des tests qui soient adaptés au contexte européen, mais des tests qui soient adaptés à la Guinée, avec la réalité socio-culturelle, politique de la Guinée, et qui les lance définitivement pour que les coups d'État cessent au niveau de ce pays. Allez, au Togo, le président Faure Gnassingbé a entamé sa médiation en recevant pour la première fois 2 délégations ivoiriennes et maliennes à Lomé suite à la désignation de son pays comme médiateur de la crise entre les 2 pays. Faure Gnassingbé a discuté avec les 2 protagonistes dans le cadre de l'affaire des 49 militaires ivoiriens interpellés à Bamako. C'était le 10 juillet dernier. Les 2 délégations, dont la composition n'est pas connue, ont été reçues jeudi dernier, le 28 juillet, bien sûr, au matin, séparément au palais de la présidence par le président de la République. La rencontre s'est déroulée à huis clos, loin des regards des journalistes. Alors, Fiagan Vidirakou, loin de nos regards, donc, en tant que politique, est-ce que vous avez eu quelques infos sur ce qui a été dit? Non, mais c'est à huis clos. Ils ont dit à huis clos, ça n'a pas été publié. Mais, vous savez, en tant que parti politique, en tant que qui nous sommes, puisque nous nous militons depuis quelques temps que le Togo revienne dans le concert des nations, que le Togo soit plus fort lorsqu'on parle des pays, que le Togo aussi sur des questions importantes en Afrique, on puisse demander notre avis. Oui, c'est une bonne chose que le chef de l'État soit là, soit le médiateur. Et pour la question que vous aviez posée à l'origine, est-ce que ça peut prospérer? Oui, il y a de bonnes chances puisque le chef de l'État était déjà aux côtés du peuple malien, déjà aux côtés du colonel. Oui, depuis le début. Même quand la CEDEAO était très radicale là-dessus, le Togo était toujours là aux côtés de... Tout comme le Togo s'était mobilisé aux côtés du peuple tchadien, enfin, du régime tchadien également. Mais finalement, on a vu que le Togo a bien travaillé sur ce plan et ça a marché plus ou moins. Donc, oui, il y a de bonnes chances. Mais la question qui est importante pour nous autres, ce n'est pas tant que ça que la situation se calme, que ça vire au vert de l'autre côté. Même si nous disons que c'est un peuple frère, ou bien la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est des peuples frères. Il faut que ça marche, c'est vrai. Mais ce n'est pas tant que ça ce qui nous préoccupe. Nous voulons voir la chose du point de vue du peuple togolais. C'est vrai que quand on est à l'étranger, comme je le disais, donc ça là, c'est diplomatique. Ça peut être bien, mais quand on est à l'intérieur, on est togolais, on peut se demander qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qui est bien dans cette histoire. Vous voyez, le truc est que j'écoutais hier ou avant-hier quelqu'un, un membre de la société civile, avec qui j'ai échangé sur la question, il me disait par exemple que
si vous êtes médiateur, il faut que vous-même, votre pays, ça marche. Vous avez des prisonniers politiques, mais Donc ailleurs, vous voulez dire que ça ne marche pas? non, mais je ne dis pas ça. Mais je relate exactement ce que l'autre Qu'est-ce qui m'a ne marche dit. pas? Mais il dit, vous Bon, avez des l'autre l'a prisonniers dit, par vous avez écouté. Oui, il dit par exemple que vous avez des prisonniers politiques chez vous. Ouais. Mais vous allez négocier pour qu'on libère d'autres ailleurs. Vous avez des problèmes chez vous, mais vous allez libérer, vous allez tout faire pour mieux paraître ailleurs. Ben, il dit ça, mais je le comprends dans sa position. Parce que c'est de la frustration ici. Quand on voit que notre chef d'État soigne, il règle des problèmes ailleurs, mais qu'on en a ici, on est en droit de se poser des questions. On peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'en fait pas à l'intérieur? Donc, moi, je comprends ça. Et il y a aussi une autre question que beaucoup de personnes ne veulent pas se poser. Il nous souvient au Togo qu'entre-temps, il y a eu 2 ou 3 ans, quand le Togo aussi avait des problèmes politiques, on en a toujours, n'oublions pas quand même, et les présidents comme le président ghanéen, le président Ouattara, des gens comme ça, le président Condé aussi, il y a eu ça, ont reçu nos opposants à l'étranger. Et des opposants sont revenus après nous dire qu'ils ont reçu des enveloppes. Alors on peut se demander, quand les autres aussi viennent chez nous ici, toujours dans le cadre de la médiation, l'addition là est payée par qui? Est-ce que c'est l'État togolais, c'est le contribuable togolais qui paye les billets d'avion de tous ces gens qui quittent le Mali et qui quittent la Côte d'Ivoire pour venir ici? Ils viennent vivre aux frais du contribuable togolais dans un hôtel. Ils font la belle vie quand même pour quelques jours, ils profitent, ils repartent. Et quand notre ministre des Affaires étrangères voyage, fait ses allers-retours entre le Mali et le Togo, entre la Côte d'Ivoire et le Togo, tout le temps, quand il fait ça, c'est à quel frais? Est-ce que c'est nous qui payons? C'est la question que nous on peut se poser. Sinon, concrètement, nous souhaitons que ça marche pour la Côte d'Ivoire et pour le Mali, mais nous souhaitons que ça marche pour nous aussi. Donc nous, les Togolais, doivent vivre. Alors que nous savons que c'est extrêmement difficile pour nous, entre vie chère et terrorisme. Nous souffrons beaucoup au Togo actuellement. Si on doit encore dépenser pour ailleurs, bon, est-ce qu'il ne serait peut-être bien de réfléchir pour voir la meilleure formule à trouver pour que nous, on ne paye pas trop vraiment cette addition? Jusqu'alors, je ne sais pas si c'est nous qui payons, hein, mais je pars dans l'hypothèse où c'est nous qui payons, puisque des gens peuvent aller aussi recevoir dans des enveloppes ailleurs, peut-être que d'autres aussi en reçoivent chez nous ici après la médiation. C'est possible tout ça, voilà. Alors, madame, cette médiation va-t-elle prospérer, selon vous? Alors, moi, je dirais qu'elle doit prospérer. Maintenant, est-ce qu'elle va prospérer? Ça, je ne sais pas, mais je me dis, elle doit prospérer. Elle doit prospérer en déjà voyant un peu la situation déjà difficile au niveau du Sahel. Et maintenant, la situation difficile entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et avec les impacts que ça a sur les autres pays, dont le Togo, il faut forcément que cette médiation marche pour vraiment permettre à chacun de pouvoir, je dirais, en sortir gagnant. Alors, aujourd'hui, le président togolais est plus ou moins accepté par les partis en conflit. Sinon, c'est par rapport à cette situation-là des 49 soldats ivoiriens. Et donc, s'ils arrivent à faire le pas vers le Togo, et après que le ministre des Affaires étrangères a échangé avec le ministre des Affaires étrangères du Mali, et maintenant c'est le tour du président, ça veut dire que le processus suit son cours. Et donc, il y a de fortes chances que ça marche. Mais comme je le dis, il faut que ça marche. C'est important. Il faut que ça marche. Donc, c'est à la médiation togolaise de trouver les astuces nécessaires pour pouvoir régler ce problème-là, qui est quand même un problème assez délicat. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la grande question, c'est vraiment qui a envoyé ces 49 soldats ivoiriens. Parce que les versions ne sont pas les mêmes. Voilà. Mais quand on est en médiation, tant n'est pas de trop situer les responsabilités, mais c'est d'arriver à une situation qui fait apaiser les tensions, mais au même moment qui permet de tirer les leçons. Donc c'est en ça que je dis, il faut que ça marche. Maintenant, peut-être pour aller plus loin, c'est aussi se dire que le Togo est en train de faire un positionnement sur beaucoup de situations. Et je me dis, de ces interventions-là, nous devons pouvoir tirer aussi des leçons pour pouvoir renforcer ou améliorer, j'emploierai plutôt le terme améliorer, les conditions à notre niveau, pour qu'on ne se retrouve pas dans 5 ans, dans 10 ans, dans les mêmes situations que les autres. Et c'est en cela que peut-être ça serait quand même louable pour nous de nous dire, on a anticipé sur des choses, parce que justement on a vu dans les pays voisins comment ça a été, on a aidé, et donc nous-mêmes, donc ça dit qu'on a la ressource en fait, pour justement éviter que ces situations ne viennent dans notre, en fait, sur notre pays. Et donc,
je vois bien la formule de médiation qui est dans un bon processus, qui est en cours, qui peut bien s'achever, mais au même moment qu'on puisse tirer les ressources de là, les leçons de là pour bâtir ici au niveau du Togo, je dirais pour bâtir une relation entre les acteurs politiques, une relation plus saine, une relation plus conviviale, parce que justement bientôt on va nous parler des élections de 2023, des élections de 2025. Il ne faudrait pas que qu'on fasse, comment je vais dire ça, qu'on se retrouve dans une situation où on aura besoin de médiateurs parce qu'on sait en fait déjà ce qu'il faut. Alors, Spero Maolé, sur le problème même, je veux avoir votre point de vue. Ce qui s'est passé pour certains, ce sont 49 militaires, c'est pour les Ivoiriens. Pour les Maliens, c'est 49 mercenaires. Votre point de vue sur ce qui s'est passé? Pour moi, c'est toujours cette politique d'Autriche là où on se cache et on fait des choses avec des calculs et après il faut sortir de ces calculs là. Parce que c'est clair que si c'est des mercenaires, ils n'allaient pas atterrir à l'aéroport. Vous n'allez pas... Là, tout le monde sait que l'aéroport de la capitale est quand même assez, assez protégé. Ouais. Et donc, ils ne vont pas descendre là-bas. Bon, maintenant, est-ce que ce n'est pas une façon déguisée pour le Mali d'éviter, comme ils sont arrivés à le faire avec Barkhane, les forces Barkhane, les Danois, la force Takuba et autres. Est-ce que ce n'est pas le même système, qui est le même schéma qui est repassé pour que l'amunissement et tout ça là quitte encore le Mali? Puisqu'on a vu la question sur le renouvellement de l'amunissement. Absolument. Donc, est-ce que ce n'est pas la même stratégie? Mais sauf que peut-être ils ont vu que alors là, ça ne va pas bien marcher. Et ils ont commencé par dire qu'ils ont vu les gens sont sortis avec des pièces de maçon alors qu'ils avaient des armes. Ouais. Mais vous n'allez pas, si c'est des mercenaires. Les mercenaires formés, le Mali est tellement vaste qu'on peut les faire descendre quelque part sans qu'ils ne soient au courant. Donc ce n'est pas l'aéroport. Deuxième possibilité, est-ce que la Côte d'Ivoire a respecté la procédure qui consiste à avertir d'abord, à recevoir le hockey avant de débarquer? Visiblement non. Visiblement non. Donc dans ce cas, les deux parties ont tort. Maintenant, nous sommes en politique internationale où il ne faut pas non plus dire que tel État a tort ou que tel État a raison. Et donc c'est là où le chef de l'État, qui se sent déjà assez proche, aussi bien du Mali que de la Côte d'Ivoire, est l'intermédiaire privilégié qui pourrait aider à régler. Maintenant, il faut trouver la bonne formule pour qu'aucune des deux parties ne soit complètement ridiculisée et donc dire que finalement on a trouvé une terrain d'entente, on libère et le Mali profite pour dire maintenant qu'à partir de maintenant, il doit autoriser toute personne et puis l'affaire serait réglée. Donc je pense que l'histoire est tellement floue, mais est tellement... C'est comme si on mettait, je ne sais pas, un cafard dans du lait et on veut cacher ça. Ce n'est pas possible. C'est trop visible. Donc, ce problème-là, c'est clair que tout ce qu'on nous a dit là-dessus, c'est carrément du faux. Donc maintenant, il faut que l'histoire nous permette d'établir la réalité. Bon, maintenant, vous savez, on est bon prophète que pour les autres. Malheureusement, on n'est pas bon prophète pour soi. Yahi Boni aurait pu aider à régler très facilement l'affaire de la Guinée si lui-même, il avait incarné un certain président qui était respecté, respectable par tous. Vous prenez, paix à son âme, Rawlings serait allé en Guinée, que les résultats n'auraient pas été identiques. Donc il faut plutôt trouver des leaders charismatiques, mais qui ont fait leur preuve de gestion opportune, transparente et correcte de leur pays. Et ça, on ne l'a pas très souvent, et c'est ça qui est dommage. Vous prenez, il y a entre-temps un émissaire des Nations Unies qui venait au Togo, que tout le monde appelait que c'est un businessman. Malheureusement, j'oublie son nom. Il vient des Nations Unies. Mais personne n'a confiance en lui. Aucune des parties, ni le pouvoir, ni l'opposition. Une telle personne, comment elle peut faire avancer une médiation? Ce n'est pas possible. Donc, si vous envoyez ces gens-là en médiation, ils sont carrément refutés. Donc, vous voulez dire quoi concrètement? On prend ces exemples, je veux dire on les calque sur l'exemple du sujet. Oui, je veux dire concrètement qu'aujourd'hui,
on ne doit plus chercher à faire des médiations en prenant des gens juste par amitié, acquaintance. Il faut prendre des gens qui incarnent une certaine façon d'être, de sorte que quand ces personnes parlent, que la médiation puisse aboutir. Moi, je suis sûr que la médiation du Togo va marcher pour le Mali. Le président Faure est assez proche de Ouattara, il est assez proche d'Assimi Goïta. Je suis sûr que ça va marcher. Il faut juste trouver la bonne formule. Mais pour toute l'Afrique, évitons les conflits qui vont demander des médiateurs, parce que nous n'avons pas d'anciens présidents assez crédibles pour pouvoir faire les médiations quand c'est des problèmes entre États. Et c'est ça que je voulais dire. Si Ronlis avait été là, oui, mais les autres pays, est-ce qu'on a des anciens présidents crédibles? Est-ce qu'on a même des anciens présidents? Vous prenez Abdoulaye Wade, qui est parti, mais on ne sent pas qu'il est vraiment parti. Il veut être toujours dans l'arène. À quel moment on va avoir confiance en lui? Il est arrivé pour les élections législatives de dimanche. Oui, il y a Boni qui, entre-temps, a fait des sorties bizarres dans son pays. On a dû le fermer quelque part. Après, on l'a sorti. Vous voyez, et quand les pays eux-mêmes ne donnent pas assez de respect à leurs anciens présidents, ça aussi, ça déteint sur eux. Si par exemple, Yahi Boni, là, quand il a fini son mandat, sur des questions propres au Bénin, Talon l'a consulté. Et on a vu, la communauté internationale a vu qu'il y a cette symbiose-là. Vous voyez les images des Américains, où on a montré Barack Obama, Bill Clinton. Les gens vendent ces images-là. Il y a quand même des images au Ghana ici. Oui, on a vu des images comme ça au Ghana, également au Ghana. Mais on n'a pas eu cette image-là au Bénin, où Yahi Boni a été mise en résidence pendant un certain temps. Donc, comment vous voulez que cette personne-là, on lui fasse confiance dans une médiation? Et au Bénin, pas au Togo aussi. On n'a pas d'ancien président en vie. Ah, là, on peut comprendre. Oui, on peut comprendre. On a vu la volonté, Fiaga Vizirakou, du président Assimi Goïta, également du président Alassane Ouattara, à tout faire pour que cette médiation aboutisse. C'est pas ce que vous riez. Alors, vous pensez que cette volonté va pouvoir permettre la réussite de la médiation du Togo? Moi, je l'ai déjà dit d'entrée de jeu que je pense fondamentalement que la médiation va réussir. Parce que, comme il a dit déjà, le chef de l'État togolais a été, pour ne pas dire le seul, le premier soutien de Assimi Goïta et ses frères d'armes. Donc jusqu'alors, d'ailleurs, je pense que c'est le Mali même qui a réclamé la médiation du Togo. Donc c'est un très bon point. Et maintenant, de l'autre côté, avec Ouattara qui appelle si fièrement Fonia Singbe, notre président jeune doyen, donc il devrait être à l'écoute de son doyen. C'est normal, hein? Yeah. Quand un doyen te parle, tu l'écoutes, quoi. C'est normal. Je pense que moi, ça a de bonnes chances. Et maintenant, moi, je pense que l'autre problème, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne s'est pas encore réglé, je pense que c'est parce que le régime malien, je veux dire la junte, en veut beaucoup à la Côte d'Ivoire. Vous savez, lorsque ça a commencé avec les sanctions, la Côte d'Ivoire était ce pays-là qui était là, toujours tirant sur la junte. Ouattara d'ici, il a dit ça, il a discuté avec tel président, il est même allé jusqu'à vouloir fermer les frontières. Il était au four au moulin pour sanctionner le Mali, sanctionner la junte. Donc, sur instruction. Ok, oui, sur instruction, mais bon, une chose est sûre, c'est qu'il était là, présent tout le temps. Il était celui qui insistait beaucoup plus sur les sanctions. Donc, aujourd'hui, le Mali lui en veut. Moi, je pense qu'effectivement, comme il a dit, si c'est des mercenaires, ils vont quand même pas descendre à Bamako. Hein. Il y a quand même le désert, c'est le Sahel, ils peuvent descendre un peu partout et se rassembler ensuite après. Mais les terroristes viennent quand même dans le même pays, les terroristes viennent de partout, on ne les voit pas, n'est-ce pas? C'est qu'il y a d'autres pistes, ils peuvent descendre ailleurs et se retrouver pour faire ce qu'ils ont à faire. Mais bon, s'ils sont venus comme ils sont venus, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a commis des erreurs sur le plan informationnel, communicationnel, sans doute dû à la relation actuelle entre les deux pays. Mais on peut être plus ou moins sûr que ce n'est pas des mercenaires. Mais si le Mali prend ça comme ça, c'est parce que le Mali a d'autres calculs à l'issue pour dire, par exemple, oui, je vais dorénavant autoriser ou non toutes les entrées des autres corps dans mon pays. Vous voyez, donc c'est des calculs qui sont là. Et il y a donc les deux raisons. Ils veulent calculer, donc il y a des facteurs à venir. Et l'autre facteur, c'est qu'il faut vraiment régler les comptes avec le voisin ivoirien qui nous avait fait tant mal il y a quelques mois. Voilà. Donc finalement, madame, il y a deux facteurs, régler les comptes avec le voisin ivoirien et surtout sur la question du renouvellement de l'amunissement. On a vu tout ce que ça a donné. Finalement, c'est 1 an de mandat. C'est un moyen sans doute pour les autorités actuelles du Mali de pouvoir contrôler la situation.
Alors, il faut dire que d'abord sur la question de est-ce que Goïta veut régler des comptes à Ouattara, je me dis il faut peut-être on retourne dans le contexte de la situation. Quand les 49 soldats ivoiriens ont été interceptés à l'aéroport, comme ils l'ont dit, ni l'ONU n'a confirmé que ces personnes venaient justement dans le cadre d'une opération en soutien à l'amunissement. Parce que c'était l'élément de départ. Mais les deux acteurs clés qui étaient censés confirmer ont dit non. Et donc là, ça pose un problème déjà. Ça pose un problème de savoir, mais en fait, ils sont venus pourquoi? Ça, c'est une question qui est là. Et donc, on ne peut pas dire... Moment, on a vu le tweet du porte-parole de l'amunissement. Et ça, c'était après. Ça, c'était après. Oui. Donc, on sait aussi que dans ces genres de situations, les choses peuvent changer d'une situation à tout moment. Et donc, si on suit la chronologie, on constate quand même que, a priori, cela n'était pas venu pour ce pourquoi ça a été dit. Et donc, déjà, ça crée un sentiment de suspicion sur la Côte d'Ivoire. Donc je ne le vois pas trop dans une posture de règlement de compte, mais je vois plutôt dans une posture de méfiance parce que le Mali est méfiant en fait, parce que vu comment les choses se passent, la dernière fois avec les attaques, le Mali a le droit de se méfier en fait. Vous voyez? Maintenant, est-ce que c'était quoi déjà la question? J'ai même oublié. Le deuxième facteur. Le deuxième facteur. Oui, c'est-à-dire... L'amunissement. Oui, l'amunissement. Oui, on sait que depuis un moment, la transition et son équipe ont une autre manière de voir les choses. Et donc, ils sont en train de suivre tout simplement leur agenda. Maintenant, est-ce qu'en faisant partie l'amunissement, tout l'amunissement, et est-ce que c'est, je dirais, c'est stratégique? En voyant aujourd'hui la situation du Mali, la situation n'est pas encore réglée. Il y a encore des zones où il y a des difficultés. Même si l'amunissement peut-être n'a pas fait comme on espérait, n'a pas donné les résultats qu'on espérait, il n'en demeure pas moins que sa présence, d'une manière ou d'une autre, a aidé quand même à dissuader des groupes à des endroits, à rétablir une certaine... un minimum d'équilibre à des endroits. Donc c'est parce que c'est toute une équipe plurielle, mais c'est vrai, on se pose la question, quel est finalement l'impact? Et c'est quand on pose la question de l'impact que peut-être on se dira que la jeune a peut-être raison de dire il faut quitter. Mais je me dis, il faut prendre le temps d'analyser tout ça, quelles seront les implications, quelles seront les conséquences avant de pouvoir demander à tous ces contingents de quitter, parce que c'est quand même beaucoup de contingents qui sont là, qui font un travail formidable qui n'est pas souvent dit. Il faut aller juste voir dans les zones d'Ouenza, Sévaré et tout le reste. Il faut un travail qui vient en appui à l'armée malienne. Donc, on ne peut pas arrêter le processus de façon brusque. Je pense qu'il faut analyser les pour et les contre avant de pouvoir décider pour ne plus retomber dans une situation de crise sécuritaire ou de crise sociale. On a commencé sans vous, Madame Dado Noran-Noviekou, mais on termine avec vous. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes la coordinatrice nationale de WANEP Togo. Merci également à vous, Spiro Maoulé, président du groupe d'action pour la gouvernance et la démocratie. Merci infini à vous. Homme politique Sylvain Fiagan Vidirakou, deuxième vice-président de Nouvelle Vision. Merci à tout le monde. Merci également à nos chers amis, toujours Scotty. On se retrouve donc la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. À très bientôt. Bon week-end à tout le monde.